Bonjour à toutes et à tous, Ahlan wa sahlan, comme vous le diront les Jordaniens pour vous souhaiter la bienvenue. Nous serons en effet en Jordanie dans cette invitation au voyage, prêts à fendre le désert rouge du Wadi Rum. Pour l'héritage, on a décidé de vous inviter à bord de ce train mythique, un train à vapeur qui a vu passer Laurence d'Arabie et qui est encore aujourd'hui, vous le verrez, un symbole de liberté. Depuis les collines de Turin, c'est une étrange histoire que nous vous raconterons. Celle d'une radio pirate qui aurait réussi à espionner les dessous de la course à l'espace. Cette compétition spatiale qui a opposé les États-Unis et l'URSS pendant la guerre froide. Et puis, au Cap-Vert, on vous donnera les secrets du plat national, le sapatinha, un cousin de la brésilienne feijoada, un savoureux ragoût avec tout ce qu'il faut pour faire le plein de fer et de vitamines. Mais tout de suite, c'est la devinette. Savez-vous pourquoi il y a autant de palmiers à Los Angeles ? C'est difficile d'imaginer la ville sans eux. Les palmiers ont permis à LA de devenir l'une des 20 mégapoles les plus vertes du monde. Pourtant, à la fin du XVIIIe siècle, il n'y en avait aucun. Mais alors pourquoi en avoir planté autant ? Je vous donne la réponse en fin d'émission. Elle va être bien cette émission si on nous rapporte désormais des verres à tequila. On appelle celui-ci un caballito de tequila. Caballito, c'est un petit cheval. Ce verre vient de Mexico et je peux vous dire que notre guide du jour a enchaîné pas mal de shots comme celui-ci. Elle aimait l'alcool, elle aimait les femmes, elle était libre et elle est devenue une icône au Mexique. C'est la fascinante et sensuelle Chavela Vargas qui nous inspire aujourd'hui. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que se ahogan en la playa de la farra y el dolor. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Cette voix rauque et vulnérable, c'est celle de Chavela Vargas. Née au Costa Rica, la chanteuse au poncho rouge reste à jamais associée au pays qu'elle a fait sien, le Mexique. Sa voix est chargée de tant de douleur que je pense que nous, Mexicains, nous l'écoutons toujours quand nous avons besoin de pleurer, quand nous avons le cœur brisé, quand nous sentons la nécessité de cette expérience cathartique que la musique de Chavela Vargas procure. Passion dévorante, amour déçu, solitude. Ces thèmes sont ceux de la chanson ranchera, un genre traditionnel lié au ranch et à la vie rurale que Chavela Vargas a subverti et transcendé. Viva el sol, viva la luna, viva quien sabe querer. Viva quien vive sufriendo por culpa de una mujer. S'appropriant ce style viril, Chavela en fait un chant d'amour à la féminité, jusqu'à en devenir l'une des plus grandes interprètes, et plus encore. Un mythe nourri par ses frasques, ses conquêtes, ses luttes et ses démons. En plein cœur de Mexico, la place Garibaldi, repère incontesté des mariachis depuis près d'un siècle, a joué un rôle central dans les débuts de Chavela à la fin des années 40 et résonne encore de sa musique. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Elle a décidé de quitter son pays natal, le Costa Rica, car elle était en quête de liberté. Elle se sentait comme enfermée, non seulement enfermée dans son foyer, mais enfermée en elle-même. Elle sentait qu'elle ne pouvait pas s'exprimer, être elle-même de manière authentique. D'une mentalité étriquée, excessivement religieuse, sa famille a honte de cette fille aux allures de garçon manqué, solitaire, qui ne pense qu'à chanter avec cette étrange intensité. Alors, en 1936, à 17 ans, Chavela laisse derrière elle une enfance malheureuse.
Elle fuit pour ce pays dont les films mettent en scène de fiers cow-boys, donnant la sérénade à des brunes voluptueuses. Elle sentait qu'ici, au Mexique, quelque chose l'appelait. Cette enquête de ce rêve qu'elle est venue ici. À l'époque, c'était le boom du cinéma mexicain, mais aussi de la musique et de l'art en général. Beaucoup d'artistes sont venus ici pour s'exprimer, pour se faire une place dans le but de devenir célèbres. Durant cette période de l'âge d'or du cinéma mexicain, les chanteuses portaient de grandes robes et des talons hauts. Et les hommes, avec leurs sombreros, avaient une masculinité très affirmée. La différence entre les sexes était très marquée. Chavela commence à chanter dans les rues de Mexico. Si au début elle se maquille et garde ses cheveux longs, rapidement elle décide, comme elle le faisait déjà enfant, de s'habiller en homme. Une provocation inouïe dans le Mexique conservateur des années 50. Prendre sa guitare et dire « je vais chanter à n'importe quel coin de rue », c'était quelque chose de très courageux à cette époque, où la musique était avant tout une affaire d'hommes. Et d'autant plus d'enfiler un pantalon dans ce pays machiste, où les femmes étaient censées rester à la maison pour s'occuper de leurs maris, de leurs enfants. C'était un défi lancé à la société. Le scandale, Chavela ne le provoque pas seulement par son accoutrement. Elle chante des textes écrits par des hommes, louant la beauté et la sensualité des femmes, sans en changer les paroles. Chavela interprète ainsi Macorina, un premier grand succès qui vante les charmes d'une prostituée cubaine. Tus senos carne de anón, tu boca una bendición de guanábana madura, y era tu fina cintura la misma de aquel danzón. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Elle donne une saveur unique à cette chanson. Quand elle chante « Mets ta main ici ». Elle ne dit pas où, elle nous laisse l'imaginer. C'est cette liberté qu'elle recherchait, cette liberté à tous les niveaux, y compris sexuelle. Cette façon qu'elle avait de briser toutes les normes la rendait irrésistible. Chavela va même jusqu'à redéfinir le style ranchera. Pour mieux mettre son âme à nu, elle le dépouille et décide de poser sa voix déchirante sur le seul écrin de quelques guitares. Fasciné par sa présence, le compositeur et interprète José Alfredo Jiménez devient son ami et lui signe ses principaux succès. Les deux compères partagent une passion immodérée pour la fête et l'alcool. Dès lors, leurs chansons regorgent de chagrin d'amour noyés dans la tequila. Cantina mythique de la place Garibaldi, le Tenampa est à partir des années 50 le témoin des mémorables beuveries de ses inséparables. Ya cuántas veces me han sacado del Tenampa, ya bien borracho y con un nudo en la garganta. Voy por las calles cantando mis canciones y los mariachis van pisando mis talones. C'était fantastique. Le Tenampa était toujours bondé, plein à craquer. C'était la grande époque. Celle où la plupart des artistes venaient ici et où les compositeurs célèbres, comme Jiménez, écrivaient leurs chansons sur un bout de serviette. Pour s'imposer dans ce milieu d'hommes, Chavela a à cœur de montrer qu'elle est la plus forte et tient donc la dragée haute aux plus assoiffés d'entre eux. Elle buvait à la bouteille, comme ça. Elle ne s'embêtait pas à prendre un verre. Et elle défiait les autres du regard. À cette époque, la bringue, c'était jour et nuit. Composée par Jiménez et interprétée par Chavela, El Último Trago, le dernier vers en français, reste le véritable hymne des cantinas, la chanson emblématique de cette période joyeuse et dissolue.
para mismos dolor. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Vale, a Chavela Vargas. Durant cette période faste, où elle côtoie intellectuels et artistes, Chavela fait la rencontre de Frida Kahlo. Elle est à de nombreuses reprises invitée dans la maison de la célèbre peintre à Coyoacán, le quartier le plus bohème de la capitale. Si elle ne l'avoue pas clairement, tout Mexico sait que Chavela se comporte en homme jusqu'au bout et qu'elle aime les femmes. Redoutable séductrice, on lui attribue un nombre impressionnant de conquêtes. Un tableau de chasse qui laisse planer un doute sur la nature de sa relation avec Frida. La relation entre Chavela Vargas et Frida Kahlo reste une énigme. Beaucoup de mythes l'entourent. Ce qui est certain, c'est que Frida Kahlo a fait une profonde impression sur Chavela Vargas. Elle comparait ses sourcils à une hirondelle en plein vol, parlait de son magnétisme. Je pense qu'elles s'identifiaient l'une à l'autre. C'étaient deux femmes qui brisaient les normes imposées à chacun des genres à cette époque. Frida Kahlo était bisexuelle. On a tous en tête ces images où elle se coupe les cheveux et les tableaux où elle se peint habillée en homme. Elle aimait jouer avec une image androgyne, tout comme Chavela, bien sûr. Il n'y a cependant aucun élément vraiment fiable qui puisse confirmer qu'il y ait eu une relation amoureuse entre elles. Mais nous, les Mexicains, aimons à penser que ces deux femmes si fortes et emblématiques de leur époque aient pu vivre une histoire d'amour. On se demande encore si Chavela n'aurait pas dédié à la peintre certaines de ses chansons d'amour. Quelle qu'en ait été la nature, la relation avec Frida ne dure pas. En 1973, après plus de 2 décennies d'un immense succès, la perte de son grand ami, José Alfredo Jiménez, qui succombe à ses excès, fait définitivement sombrer Chavela dans l'alcool. Ravagée et ruinée, elle se réfugie, la soixantaine passée, dans les montagnes mexicaines, près du charmant village de Tepoztlán. Elle s'y lie avec une jeune femme, Diana Ortega, qui l'aide à surmonter sa tristesse et sa solitude. À la fin d'une nuit d'ivresse, les deux amis s'en vont baigner nus dans une rivière. Un moment érotique et mystique qui inspire à Chavela sa chanson María Tepozteca. Tepozteca linda, de pezón erecto, de zapote priento, ojos de obsidiana, te paro yo a tu madre, te palcate eterno. Luna tepozteca, que pintó tu cuerpo con deseos nuevos. Y en las madrugadas te mojas. Beso mi Chavela. J'étais une jeune femme très audacieuse et anticonformiste. Et je pense que Chavela se revoyait un peu en moi. Nous étions un peu folles toutes les deux quand on était ensemble. Il n'y avait pas de limite. J'ai rencontré Chavela durant une période très difficile de sa vie. Ça a été une chance, car j'ai connu la vraie Chavela. Pour elle, le plus important n'était pas l'argent ou la renommée, mais l'essence des gens et de la vie. Elle adorait Tepoztlán. Elle disait qu'elle venait s'y ressourcer, nourrir son âme. Elle aimait les couleurs, les odeurs, les saveurs qu'elle trouvait ici. L'exil de Chavela dure plus de 10 ans. À Mexico, on la croit morte. Pourtant, par amour, elle parvient à renoncer à l'alcool et remonte sur scène. Sa rencontre avec Pedro Almodóvar, qui utilise sa musique dans plusieurs de ses films, l'a fait connaître au monde entier. À plus de 80 ans,
Elle se déclare publiquement lesbienne et devient une icône gay et féministe. Elle s'éteint en 2012, à 93 ans, mais célèbre jusqu'à son dernier souffle la liberté, la force et la beauté des femmes. Me gusta el sol y la mujer cuando llora, las golondrinas y las malas señoras, abrir balcones y abrir las ventanas y las muchachas en abril. Me gusta el vino tanto como las flores y los amantes, pero no los señores. Me encanta ser amiga de los ladrones y las canciones en francés. On ne sait jamais si vous passez à Mexico, c'est Place Garibaldi que vous pourrez écouter la voix incroyable de cette mariachi, Nancy Velasco. Alors vous savez qu'au Mexique existe la fête des morts, mais savez-vous ce qu'il se passe quelques jours avant? Un grand nettoyage des eaux, c'est le clin d'œil de Thomas Chauvineau. Vous l'avez peut-être vu dans l'excellent dessin animé Coco. Au Mexique, El Día de los Muertos, le jour des morts, les défunts reviennent exceptionnellement se mélanger aux vivants pour faire la bringue, quelques heures avant de repartir de l'autre côté. C'est l'occasion de refleurir les tombes, sortir la guitare et la tequila. On trinque à la santé des morts, salud, même si a priori il y a assez peu de chances pour qu'un mort tombe malade. Mais dans le village de Pomuch, comme dans une bonne partie de la péninsule du Yucatan, on pousse plus loin encore la tradition. Ici, une dizaine de jours avant ce fameux Día de los Muertos, on ouvre les tombes, récupère les os bien rangés dans un coffre, on les nettoie très délicatement à la brosse, on change aussi le linceul qui les entoure, une façon de les rendre beaux, les morts, un peu comme des vivants qui se préparent à sortir et qui se font beaux, une façon de s'amuser avec la mort et se dire qu'elle n'est pas si dramatique. Cette tradition remonterait aux Mayas, qui brûlaient le corps des dignitaires, sauf le crâne qui était ensuite exposé. Au Mexique, le crâne reste le symbole de cette fête, on le trouve partout, bougies, déguisements, t-shirts, y compris sous forme de pâtisserie qu'on appelle calavera. Quand on ne le mange pas, on le nettoie, toujours en dernier, car il y a un ordre de bas en haut. On commence par nettoyer les os des jambes, on remonte au fur et à mesure pour arriver jusqu'au crâne. Rien de macabre, les niches dans lesquelles reposent les os sont d'ailleurs très colorées, repeintes aussi à cette occasion. C'est un peu comme si la mort vous recevait dans sa maison. Mais heureusement, la télé n'a pas d'odeur. Parce que toutes celles et ceux qui y sont allés en témoignent, on met un certain temps à s'habituer à ce que sentent les os. Cette tradition démarre d'ailleurs 3 ans après la mort, histoire que la décomposition soit bien avancée. Les défunts sont d'abord enterrés dans un cercueil classique avant d'être mis en boîte, si l'on peut dire. Cette boîte qui est ouverte pour la fête, le crâne et ses orbites bien en évidence, comme pour regarder la mort au fond des yeux. Elle n'est pas tout repos, notre nouvelle étape. On part sur les pas de Laurence d'Arabie, dans le désert de Jordanie. Une chaleur intense nous attend là-bas, mais aussi une bataille qui l'est tout autant. C'est l'héritage. Un serpent de fer traverse l'immense désert rouge de Jordanie. Il sert de décor pour retracer l'épopée de la grande révolte arabe de 1916. Les acteurs y rejouent les rôles des chefs bédouins et des Britanniques lors des attaques sur le chemin de fer du désert jordanien. Cette fresque est celle de la naissance d'une nation, la Jordanie. Initié par l'Empire ottoman, le train du Hedjaz a traversé les guerres et les conflits du XXe siècle jusqu'à devenir la colonne vertébrale du pays et la fierté de ses habitants. C'est comme un membre de ma famille, un de mes enfants.
C'est un plaisir pour moi de conduire ce vieux train à vapeur. Il fait vraiment partie de notre patrimoine. Dans l'histoire du royaume hachémite de Jordanie, il représente la grande révolte arabe. Il est le symbole de la libération qui a donné naissance à un État arabe. Emblème de liberté, ce train porte en lui ce qui constitue l'identité du peuple jordanien dans un Moyen-Orient sous pression. L'histoire du chemin de fer du Hedjaz démarre alors que le pays de Jordanie n'existe pas encore. Au début du XXe siècle, Amman, la capitale actuelle, n'est qu'une petite bourgade dans le vaste empire ottoman. Pour redresser ce royaume en plein déclin, le sultan turc Abdülhamid II se met en tête de bâtir dans cette région stratégique, à la croisée des échanges entre Asie, Arabie et Afrique, l'un des plus longs réseaux ferrés au monde, d'Istanbul jusqu'à la ville sainte de la Mecque, 3200 km plus loin. Le chemin de fer devait servir au déplacement des pèlerins du Levant, depuis le nord jusqu'à la région du Hedjaz, au sud. C'est devenu réalité en 1900, quand le sultan ottoman Abdülhamid a lancé un appel à tous les pays musulmans pour financer ce projet. Pour réaliser les près de 1300 km nécessaires au prolongement de la ligne de Damas à Médine, l'empereur fait appel à des ingénieurs allemands. À leur tête, Heinrich August Meissner reçoit le titre honorable de Pacha pour avoir su défier les reliefs accidentés, les tempêtes de sable et les glissements de terrain au fil de 8 années de travaux éprouvants. Il fallait assurer le transport des matériaux à travers cette région très escarpée et acheminer la nourriture, l'eau pour les 5000 militaires qui travaillaient en plein désert. Inauguré en 1908, le train est un véritable succès. S'il n'atteint jamais la Mecque, il permet de gagner l'actuelle Arabie Saoudite. Ces locomotives ultra-modernes y conduisent plusieurs centaines de milliers de pèlerins chaque année. Mais tous les peuples de l'Empire n'y adhèrent pas avec le même enthousiasme. Pour les Bédouins qui le surnomment l'âne de fer, il constitue une entrave à leur existence même. Auparavant, à dos de chameau, la durée du voyage aller-retour était de plus de 4 mois à travers le désert. Grâce au train du Hedjaz, le trajet ne prenait plus que quelques jours. Certaines tribus étaient très hostiles à ce chemin de fer, car c'était leur convoi de chameaux et de dromadaires qui assurait jusque-là le déplacement des pèlerins. Le train venait donc concurrencer directement leur activité et les privait de leur travail. Le désert du Wadi Rum, dans le sud de l'actuelle Jordanie, est justement le territoire des Bédouins. C'est là que tout se joue pour le train lorsque la Première Guerre mondiale arrive aux portes de l'Orient en 1916. Le rêve des nomades et de toutes les populations arabes est de créer un vaste État, de la Syrie jusqu'au Yémen, et de se libérer de près de 500 ans de domination ottomane. Les Britanniques se joignent aux tribus arabes pour défaire les Turcs. C'est la grande révolte arabe, menée par le shérif de la Mecque, Hussein Ben Ali, accompagné de l'officier britannique Lawrence d'Arabie et du guerrier bédouin Aouda Abou Taïeh. La petite fille de ce dernier retrace l'histoire qu'elle tient de son grand-père, dont l'enjeu primordial est alors de contrôler le train du désert. Pourquoi y a-t-il eu cette révolte? Parce que les Turcs avaient essayé de transformer les gens en Turcs. Ils avaient changé leur langue et leur mode de vie.
Et il y avait eu beaucoup de cruauté de leur part. Alors les gens se sont rebellés. Et quand les Turcs ont amené leur armée pour nous combattre, nous avons simplement répliqué, avec l'aide de Lawrence d'Arabie, en posant des bombes pour saboter la voie ferrée. Le train subit pas moins de 25 attaques le long des nouvelles voies et se retrouve totalement détruit, au sud, dans le désert. Après 2 années de lutte armée, la fin de la Première Guerre mondiale marque en 1918 l'effondrement de l'Empire ottoman. Mais les Jordaniens n'ont pas obtenu leur indépendance pour autant. Placés sous mandat britannique, ils se voient imposer des frontières qu'ils n'ont pas décidées. C'est l'émirat de Transjordanie, aujourd'hui considéré comme une première étape vers la liberté. Il est très important que la jeune génération sache ce qui s'est réellement passé. Comment les gens étaient à dos de cheval quand ils ont attaqué le train. Ça va vite, un train, beaucoup plus vite qu'un cheval. Donc c'est important de leur montrer comment nos grands-pères ont fait pour que nous puissions vivre libres aujourd'hui. Et moi, je suis heureuse que mon grand-père ait conduit la grande révolte arabe. C'est grâce à ça, finalement, que nous avons aujourd'hui des écoles, des routes, des hôpitaux. Sans mon grand-père, je ne serais pas professeure à l'université. Je serais une femme de bédouin quelconque. Ce qui n'est pas une mauvaise façon de vivre. Mais c'est différent. Nous nous sommes modernisés, après 500 ans privés de toute forme de développement, hormis le train. Cette commémoration est bien plus qu'un simple spectacle. Elle permet aux voyageurs jordaniens comme étrangers de s'imprégner de l'identité nationale. Le protectorat de Transjordanie sonne le début d'une nouvelle ère. À sa tête, les Britanniques installent en 1921 l'émir Abdallah Ier. Comme lieu de résidence, celui-ci choisit la ville de Ma'an, ancienne oasis dans le désert, le long du chemin de fer, symbole entre tous de modernité. Son palais, derrière moi, est tellement emblématique qu'il est représenté sur les billets de banque jordaniens. Vous voyez là, on voit la gare et la demeure du roi qui se trouve juste là. Les régions que le train traversait et où il y avait des gares ont participé activement à sa reconstruction. Ça a permis d'accroître rapidement la population des villes. Des familles entières arrivaient de toute la Jordanie, et même de plus loin, au-delà des frontières, et s'installaient ici pour construire et faire fonctionner le train. En 1946, le royaume hachémite de Jordanie gagne enfin son indépendance. C'est vers le sud, jusqu'à la mer Rouge, que la nouvelle nation prolonge sa voie ferrée pour distribuer cette fois des ressources à travers le pays. Le chemin de fer du Hedjaz a commencé à servir au transport de marchandises, en particulier au transport du phosphate jordanien. Il était transporté jusqu'au port d'Aqaba, qui est la seule ouverture maritime du pays grâce à la nouvelle voie ferrée. Cela a donné un nouvel élan à l'extraction des matières premières qui constituaient l'une des grandes richesses du pays. À Amman, la capitale, le train du Hedjaz, devenu train de légende, reste plus que jamais un emblème du patrimoine national. Un quartier notamment vit tout entier dans le sillage du train. Ma'ata, qui signifie station en arabe, se développe grâce à sa gare, d'où les voyageurs peuvent se rendre jusqu'à Damas en Syrie.
Quand j'étais enfant, j'habitais près du chemin de fer. Je voyais le train arriver depuis la Syrie, chargé de marchandises et de voyageurs. Et ça me faisait rêver. Mais en 2011, la guerre en Syrie vient couper à nouveau le train dans son élan, sur la partie nord cette fois. Depuis, la gare est devenue un musée et le train circule quand il est loué, à l'occasion de fêtes, d'événements ou de tournages. Il garde une place essentielle dans le cœur des habitants du quartier de Mahata, comme cet ancien chef de gare à la retraite. Vous qui habitez à côté du train, ça vous fait quoi quand vous le voyez passer? Je suis toujours très impatient de le voir et d'apercevoir mes anciens collègues. J'aimerais beaucoup le voir passer plus souvent. Je ne veux pas qu'il disparaisse. Aujourd'hui, même s'il ne joue plus qu'un rôle symbolique, le train du Hedjaz reste plus que jamais aux yeux des Jordaniens un talisman pour leur nation. Vous n'avez pas comme une petite faim là maintenant? Si ce n'est pas le cas pour l'instant, Johanna va à coup sûr vous ouvrir l'appétit. Johanna, on l'a rencontrée au Cap-Vert et elle va nous apprendre à préparer un plat convivial, idéal pour les grandes tablées, le sapatinha. Je voudrais de la viande pour préparer la sapatinha. Ça, c'est de la viande salée. Ok, alors mets-moi un demi-kilo, c'est bien. Mais tu en as avec un peu moins de sel? Pour ceux qui ne le savent pas, la sapatinha, c'est notre plat traditionnel. C'est une nourriture riche, pleine de vitamines et de fer. Alors, aujourd'hui, c'est le plat national. Certains n'utilisent pas de viande salée, mais la majorité des gens cuisinent la recette de la sapatinha avec du porc salé. Ça donne plus de saveur à notre plat. En général, les gens préfèrent comme ça. Bonjour, je m'appelle Johanna Almada. J'habite à Cidadela. Aujourd'hui, je vais vous présenter les ingrédients pour préparer un plat qu'on appelle la sapatinha. C'est le nom du haricot. Nous allons commencer avec un peu de viande de porc salé. Pour commencer, nous allons prendre les haricots et les mettre à bouillir. Pendant que ça cuit, nous allons dessaler la viande pour que le plat ne soit pas trop salé, car lorsqu'on sale la viande, c'est pour la conserver. Je vais donc enlever le sel. Maintenant, on va couper la viande. On va la mettre dans la marmite en petits morceaux pour la faire mariner en attendant que les haricots soient cuits. On ajoute quelques épices. Ici, on a le kularao, qui est du poivron en poudre. Puis on ajoute un peu de poivre noir. Maintenant, je vais assaisonner la viande. Nous allons mettre un peu de persil pour donner du goût. Et un peu d'ail qu'on avait aussi coupé à l'avance. On ajoute aussi le chorizo qu'on va cuire avec l'autre viande. On en profite aussi pour y ajouter la carotte déjà lavée et coupée. Maintenant, je vais couper le reste des ingrédients. La tomate. J'ajoute un bon filet d'huile d'olive. J'utilise cette huile pour éviter que le plat soit trop gras dans l'ensemble. Vous pouvez utiliser n'importe quelle huile d'olive. On met aussi un peu de concentré de tomate.
voilà, maintenant, on n'a plus qu'à prendre l'apéro en attendant de déguster notre sapatinha. Pardon, j'ai la bouche pleine. Et pour terminer, avant de servir, on va mélanger nos haricots à la viande. Elle est réussie? Oui, impeccable. Allez, direction Turin à présent, avec une version de la Guerre des Étoiles que vous n'avez sans doute jamais entendue parce qu'elle était censée rester top secrète. Alors, ouvrez grand vos oreilles pour l'incontournable. Dans le centre historique de Turin, dans le nord de l'Italie, la célèbre flèche Samolé, les hautes arcades de ses galeries marchandes, mais aussi les cimes des montagnes qui pointent les nuages. Des collines au gratte-ciel, Turin tente de rivaliser avec les sommets des Alpes. Incontournable centre historique de Turin, où sévirent des pirates de l'espace. Paolo Cerretto est réalisateur. Il nous ramène vers la fin des années 50, alors que la guerre froide fige le monde en 2 blocs, jusque dans l'espace, qu'Américains et Soviétiques se disputent. 2 Turinois, les frères Giambattista et Achille Iudico Cordiglia, s'invitent à la bataille. Nous sommes à Torre Berthe, sur les collines de Turin, à proximité du centre-ville. Cet endroit est devenu un peu célèbre. Ici, dans les années 60, 2 frères turinois radioamateurs ont posé leur centre d'écoute de radio spatiale. Leur première interception a été Sputnik 1, le premier satellite envoyé par les Russes en 1957. Radio Moscou annonce « Nous avons lancé le premier satellite dans l'espace ». Et ils essaient de capter ce satellite en envoyant un signal test. Ils étaient de bons radioamateurs. Ils avaient des antennes sur la terrasse de leur maison dès leur plus jeune âge. Ils captent le premier satellite, un deuxième, la chienne Laika, puis les signaux de tous les satellites lancés par les Russes et les Américains. Les Russes ont branché un micro près du cœur de la chienne Laika. Unique moyen de savoir ce qu'il se passe dans la navette. Le son est envoyé jusqu'en URSS par ondes radio, la seule technologie possible en 1957. Pour s'assurer de la fiabilité de leurs écoutes des vols habités, les frères demandent à leur père médecin de confirmer qu'ils entendent bien le battement de cœur de Laika depuis l'espace. Et ce dernier assure que c'est bien le cœur d'un chien. Ils ont vraiment réussi à entraîner tout le monde dans leur cause. Amis, parents, tous ont été entraînés dans cette folle aventure. Leur sœur, qui était plus jeune, a commencé à apprendre le russe, sous la pression de ses frères à la personnalité vraiment volcanique. Donc, toutes les traductions du russe ont été faites par la petite sœur qui a commencé à étudier la langue, ce qui, j'imagine, n'était pas une chose facile. Les enregistrements radioamateurs spectaculaires des 2 frères passionnent les foules qui viennent en masse écouter leurs retransmissions. Ils deviennent des célébrités locales. Ce qui, au départ, était un jeu, est progressivement devenu presque une profession. Et à la fin, ils ont même conçu leur petite voiture, une vieille Fiat 500 dans laquelle ils ont installé toute leur radio, avec des antennes montées sur le toit et avec laquelle ils faisaient des tours de la ville, vêtus de leurs plus belles blouses blanches. Ils se prenaient très au sérieux. Ils roulaient jusqu'aux collines de Turin où ils réalisaient les interceptions. Ils se sont filmés dans ces balades en voiture qui ressemblent un peu à la Batmobile des radioamateurs. Mais leur passion prend une autre tournure lorsqu'ils pensent capter plusieurs signaux de détresse entre 1960 et 1961. À l'époque, on murmure que les soviétiques cachent au public l'échec de missions spatiales.
Ils croient avoir capté le son d'un astronaute dans l'espace en train de mourir. Et puis, ils en font une deuxième écoute à courte distance où un code Morse arrive. Un signal de SOS, signal que le monde entier utilise, venu de l'espace sur les fréquences que les soviétiques utilisaient normalement pour les transmissions spatiales. Et enfin, immédiatement après l'envoi de Gagarine, il leur arrive cette autre interception dans laquelle vous entendez cette femme qui dit qu'elle voit des flammes. Une écoute très inquiétante. Слушайте, слушайте, говорите, говорите, мне жарко, мне жарко. Что? Дыхание, кислород, кислород, мне жарко. Les frères auraient-ils intercepté des sons démontrant l'existence de missions spatiales secrètes ratées que les soviétiques voulaient cacher? Leur témoignage alimente la théorie des cosmonautes fantômes. En Italie, ils étaient considérés comme des héros. Mais pour les Russes et les Américains, c'était un peu plus compliqué. Radio Moscou a lancé un démenti en niant catégoriquement. Cela disait, les allégations de ses frères Yudico Cordilia, qui disent avoir entendu ces signaux, ne sont absolument pas vraies. Mais ils disent qu'ils sont ensuite allés à la NASA pour faire entendre aux Américains l'interception de John Glenn, le premier astronaute américain qui a fait le tour de la Terre et qui était aussi présent. Quand ils lui font entendre l'enregistrement, il répond « Mais comment est-il possible que vous ayez capté ce signal ?» Dans les archives déclassifiées, rien ne mentionne une perte humaine russe dans les essais, jusqu'à la réussite de Gagarine en avril 1961. Vraie écoute, faux signaux, l'époque est déjà à la désinformation. Ce qui fascine avec la guerre froide, ce n'est pas seulement la course à l'espace, mais toute l'intrigue des conspirations secrètes d'informations volées ou cachées. Il est donc difficile de savoir ce qui était vrai et ce qui était faux. Par exemple, les Russes ont divulgué récemment des preuves de l'explosion d'une fusée qui a fait de nombreuses victimes. Mais concernant les écoutes des frères Yudico Cordilia, il n'y a aucune source ni preuve de leur part. La véracité des sons enregistrés est encore débattue. Quand on entend parler de course à l'espace, dans les livres ou dans les films, il y a toujours les avis des deux grands blocs russo-américains, les grands experts russes et les grands experts américains, de manière binaire. Mais au milieu, à la fois géographiquement et métaphoriquement, il y avait ces deux frères un peu fous, qui avaient l'habitude d'intercepter sur leur colline en essayant de gratter ici et là comme des hackers. Pour cette raison, dans le jeu de ces deux grandes superpuissances, ils ont en quelque sorte cassé les codes. La fascination pour les radioamateurs s'érode avec l'apparition de la télévision. C'est d'ailleurs grâce à cet écran que le monde assistera au premier pas sur la Lune en 1969. Des petits pas sur la Lune en 1969 et un grand pas pour nous sur Hollywood Boulevard, histoire de connaître la réponse à la devinette. Est-ce que vous avez trouvé pourquoi il y a autant de palmiers à Los Angeles? Eh bien, ce serait à cause des catholiques espagnols. Quand ils sont arrivés ici au XVIIIe siècle, les colons espagnols ont planté des palmiers car ils avaient besoin de leurs feuilles pour fêter le dimanche des rameaux. À l'instar de Jésus entrant à Jérusalem et accueilli alors avec des feuilles de palmier. Depuis le XVIIIe, la tradition perdure et comme en Californie on ne fait pas les choses à moitié, eh bien on trouve désormais des palmiers partout. Enfin, on en trouve pour l'instant encore partout car l'arbre le plus instagrammable de la Cité des Anges est en train de sérieusement dépérir depuis quelques années. Il est rongé par une sorte d'insecte qui ressemble à un scarabée. Et voilà, c'est ainsi que s'achève Invitation au voyage pour aujourd'hui, mais je vous dis bis bald.